C'est juste un détail, mais il contient toute l'essence de la série. Au son de ces corps qui maintenant ont la cote, vous et moi aurons déjà bien vite brandi les répliques de nos personnages favoris. C'est comme ça quand on est fan de Kaamelott. En 6 saisons, auxquelles s'ajoute le premier volet de sa trilogie, la série d'Alexandre Astier s'est taillée une réputation d'œuvre culte, en particulier pour son écriture, ses personnages mais aussi ses dialogues. Par contre, le premier qui sort un c'est pas faux ou un elle est où la poulette dans les commentaires, il... Vous l'avez déjà fait, c'est ça? Non, parce que entendre un abruti vous répéter les mêmes répliques que tout le monde connaît même si vous avez jamais vu la série, ça me donne juste l'impression qu'on respecte pas la série à sa juste valeur. Si pour vous Kaamelott c'est juste l'histoire d'une bande de chevaliers un peu débiles, bah vous êtes passé à côté de tout un drame. Alors pour ceux qui connaissent pas, Kaamelott, c'est au sujet de quoi Tess? J'ai pas dit que je faisais pas partie de ces abrutis. Kaamelott raconte comment le roi Arthur tente de gérer son royaume, ainsi que la fameuse quête du Graal, avec l'aide des chevaliers de la table ronde. Jusque-là ça va, sauf que ça va pas. Les problèmes sont multiples au royaume de Bretagne. Non, pas cette Bretagne-là, le royaume d'Arthur il s'étend de l'Écosse jusqu'à l'Aquitaine. À un moment donné, on va pas mélanger les choux et les fromages. Je sais pas pourquoi je dis ça. Arthur passe son temps à diriger ces sujets dont on aura très vite tendance à dire qu'ils sont tous débiles. Entre Bord qui a peur de se battre, Léodagan qui veut un peu trop se battre, Perceval et Caradoc qui comprennent rien, ou encore Merlin qui foire tous les sorts qu'on lui demande. J'en ai marre, je suis druide! Druide! Même la Dame du Lac, envoyée par les dieux pour guider Arthur dans sa quête du Graal, elle arrive à se planter. Il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance. Mais vous vous foutez de moi? Enfin, on n'est pas sûr. Hein. Bref, Kaamelott c'est une immense galère, et tout au long de l'histoire, le Graal, la quête principale d'Arthur, va rester introuvable. Et petit à petit, les problèmes vont devenir de plus en plus graves, et Arthur va fatiguer et sombrer dans le désespoir. Petite précision supplémentaire, la série voit le jour à la télé en 2005 lorsque M6 cherche un nouveau programme qui remplacera Caméra Café, une petite série humoristique de 3 minutes 30. Les 3 minutes 30, c'était le créneau disponible à la télé. Voilà pourquoi les épisodes font cette durée-là. Mais après 4 saisons, qu'on appelle livres, la série va changer. Les épisodes sont plus longs, le ton est plus sérieux, même le générique change complètement pour notre plus grand plaisir. Et on arrive au livre 5, sûrement le préféré de beaucoup d'entre vous. Et dans ce livre, il y a un détail important. Mais avant ça, petit contexte. Dans le livre 5 de Kaamelott, c'est le bordel. La popularité d'Arthur ne fait que s'aggraver. Il a récupéré Guenièvre des mains de Lancelot, ce dernier est devenu fou et a disparu. À côté de ça, le roi Lot a trahi Arthur en tentant de renverser le pouvoir. Mais malgré tout, Arthur refuse de condamner les traîtres à mort, tout comme il refuse de chercher à se venger de Lancelot. On le soupçonne d'être devenu faible, de ne plus avoir d'autorité, bref, de ne plus être digne du trône. Notre bon roi Arthur est ce qu'on pourrait appeler un affectif. Un faiblard, une gonzesse, un petit doudou, un mignonnet. Et Arthur, il en a marre. Pour prouver au peuple qu'il est toujours digne d'être le roi de Bretagne, il décide de replanter temporairement Excalibur dans le rocher. L'idée c'est de rappeler à tout le monde qu'il est l'héritier choisi par les dieux puisqu'il n'y a que lui qui peut retirer l'épée, et comme ça, on arrête de lui casser les arpions. Mais Arthur est tellement fatigué par ses responsabilités qu'il va finir par refuser de récupérer son épée, faisant croire à tout le monde qu'il n'y arrive plus et que par conséquent, il n'est plus roi. Il renonce tout bonnement au pouvoir et dorénavant, Kaamelott va devoir se débrouiller sans lui. Avec Guenièvre, il décide d'entreprendre un voyage pour retrouver sa descendance. Ce sont de tristes rencontres et de tristes révélations qui attendent l'ancien roi, et le livre 5 va marquer le point culminant de la dépression et du désespoir de celui que tout le monde s'obstine encore à appeler malgré tout sire. Et au milieu de cette histoire, les personnages vont s'attarder sur un objet. Un objet un petit peu hors sujet vis-à-vis des événements de l'histoire, et pourtant, cet objet est introduit dès le début du livre. Il s'agit du fameux cadeau du roi Lot. Le livre 5 s'ouvre sur une carriole, avec à son bord le roi Lot, accompagné de son fils Gauvin, ainsi que des seigneurs Galcin et Dagonet, se rendant gentiment à Kaamelott pour s'excuser auprès du roi Arthur de leur tentative de putsch. Plutôt que de se laisser naturellement devenir les ennemis du royaume, le roi Lot préfère tenter de se racheter au plus vite avec, comme il le dit,
des excuses plein les misettes et un joli cadeau prestigieux. Sauf que en chemin, la carriole est arrêtée par Vennec, devenu bandit de grand chemin, qui va demander en rançon le fameux cadeau dont il a entendu parler. Le roi Lot accepte, et Vennec et ses bandits découvrent alors une mystérieuse couronne. Plus tard, les chevaliers Yvain et Gauvin, partis en mission, vont tomber sur la bande de Vennec. Comme ces deux chevaliers sont un petit peu débiles, Vennec va leur proposer un marché, tout leur or, qu'ils avaient pris juste au cas où ils se fassent racketter, contre la couronne. Et c'est ainsi que la couronne va arriver à Camelot entre les mains des petits pédestres. Oui, c'est eux qui ont choisi eux-mêmes leur titre. La couronne, elle va avoir un rôle un peu détaché de l'histoire principale. Certains personnages l'adorent, d'autres la trouvent moche. On peut presque la voir comme un running gag. Pour l'instant. Lorsque Yvain présente la couronne à ses parents, Léodagan et Dame-Célie, le royaume n'ayant plus de roi, Léodagan décide de prendre la place d'Arthur au pouvoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, Léodagan, c'est... Léodagan, c'est ça. Je vais vous asseoir sur une catapulte, je suis sûr qu'en visant le Colisée, j'ai mes chances. À une pendaison, je m'excuse, hein, mais on s'emmerde. Prenez la roue, par exemple. Ça, c'est festif. D'abord que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Tout cramer, reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Vous savez ce que c'est mon problème? Trop gentil. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur la tête de Léodagan une fois qu'il a pris le pouvoir? La couronne. Mais la couronne va bientôt se retrouver sur une autre tête, parce que par un habile procédé magique, Dame Mévanouie va réussir à mettre légalement son mari au pouvoir. J'ai nommé le chevalier Caradoc. Et pour ceux qui auraient toujours pas vu la série... Le gras, c'est la vie. Il y a l'autre là, celui avec une tête de con. Bah non, je suis là, moi. Je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. La joie de vivre et le jambon. Y a pas 36 recettes du bonheur? Voilà, voilà, voilà. C'est donc sous le règne de Caradoc qu'Arthur rentre à Camelot, et dans un triste état. On est à la fin du livre 5, Arthur est au plus profond de sa dépression, et ceux qui ont vu la série savent sur quoi ça se termine. Et c'est là qu'on arrive à la dernière scène autour de la couronne. Arthur est à table avec Perceval, Guenièvre, Mévanouie et le roi Caradoc. Ces derniers vont lui demander son avis sur la couronne, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir à qui elle aurait pu appartenir ou d'où elle vient, et Arthur les arrêtera au milieu de leurs questions en leur répondant. Cadeau. Au départ... C'est une jatte. Pardon? Une jatte. Un genre de bol, quoi. Le roi Lot n'a jamais offert une couronne au roi Arthur, mais une jatte pour y foutre des os de poulet. Voilà comment finit le gag de la couronne. Sauf qu'on est dans Camelot. L'écriture, c'est la première qualité de cette série. Donc ça peut pas être aussi simple. Tout au long de ce 5e livre, on a construit une histoire autour de cet objet. Il est passé de personnage en personnage. Tout ça ne peut pas être jeté à la poubelle juste pour donner une chute à la blague de la jatte. Et si la jatte était en fait une couronne? D'un certain point de vue, elle l'a été pendant ce 5e livre. Du point de vue des personnages, cette jatte était une couronne. Et une couronne, c'est pas n'importe quel symbole. Et ça, c'est Léodagan en personne qui nous le dit. Au moment de prendre le contrôle de Camelot, Léodagan va faire tout un discours sur le symbole de cette couronne. Alors, d'un point de vue purement concret, ça veut juste dire que je suis roi. Mais d'un point de vue symbolique, c'est beaucoup plus intéressant. Cette couronne nous informe symboliquement que tous les mous du slibard qui avaient l'habitude de se les rouler sous l'Ancien Régime vont devoir se mettre un coup de fouet s'ils ne veulent pas que je leur mette moi-même. Tout un discours pour nous donner sa vision du pouvoir, c'est-à-dire l'ordre, la discipline, la dictature, la cruauté, les exécutions et tout le tintouin. Pendant tout le livre 5, cette couronne va permettre aux personnages de montrer la représentation qu'ils ont du pouvoir. Prenez Yvain et Gauvin. Devant la couronne, ils sont en extase. Ils se disputent pour savoir qui va la porter. Le simple fait de la posséder les rend fous de joie. Leur rapport à la couronne, c'est leur rapport au pouvoir. Pour eux, le pouvoir, c'est classe. Roi de Bretagne, ça pète quand même. Léodagan ne va pas utiliser cette couronne de la même manière. Pour lui, c'est une arme qui lui permet d'accéder au pouvoir. Caradoc, lui, une fois qu'il a la couronne sur la tête, il va, tout bonnement, imiter son ancien roi. Et comme son ancien roi, il engueulait tout le monde, eh ben Caradoc, il engueule tout le monde. Même Arthur. Pour Caradoc, le pouvoir, c'est le mec qui engueule tout le monde. Non mais c'est bon, foutez rien. Seigneur Arthur, il paraît que vous avez traversé la moitié du pays à pied. Vous croyez pas que vous auriez pu en profiter pour jeter un œil, non? Même Perceval a un rapport un peu particulier avec cette couronne. Au moment où le roi Caradoc engueule Arthur, ce dernier va se défendre en expliquant tout ce qu'il a fait pour la quête du Graal.
Et Perceval va lui répondre ceci. Non, mais sire, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Non seulement il l'appelle sire, montrant ainsi qu'il considère toujours Arthur comme le roi légitime, mais en plus il lui demande de ne pas faire attention aux paroles du roi. Pourquoi ? Parce que la couronne que porte Caradoc sur la tête, il en a rien à foutre. Parce que Perceval, le pouvoir, il en a rien à foutre. Et moi, je m'en fous des honneurs. Le Graal aussi, rien à péter. Moi, c'est Arthur qui compte. Et Arthur dans tout ça. Arthur, c'est celui qui va briser l'illusion de cette couronne. Il dévoile à ses compagnons tout le ridicule de leur emballement autour de cet objet. Mais surtout, il leur montre que l'image du pouvoir n'est rien de plus qu'une misérable illusion. Le pouvoir est un mythe et un piège. Une malédiction après laquelle on court sans se rendre compte de ce qu'elle est capable de consumer chez vous. Et si Arthur est le seul à ne pas être tombé dans le piège de la jatte, c'est parce qu'il est le seul à ne pas avoir une image rêvée du pouvoir. Le pouvoir, lui, il ne le connaît que trop bien. Le pouvoir, c'est ce qui hante Arthur depuis le début de la série. C'est la volonté d'accomplir sa quête qu'il voit chaque jour réduite en vagues d'espoir. La responsabilité de répondre de ses échecs auprès du reste du monde, de faire face au mépris et au jugement. La fatigue de se voir abandonné, seul, sous le regard des tables et des foules qui semblent lui demander chaque jour « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» La couronne du livre 5 de Camelot, c'est le mythe du pouvoir sur lequel Arthur lève le voile. Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal. Vous n'avez absolument rien tenté pour vous venger de Lancelot. Et ça fait de vous un faible. Ça vous a jamais tenté, vous, roi de Bretagne? S'occuper des glandus et leur expliquer la même chose 3 fois par semaine en sachant pertinemment qu'ils comprennent rien? C'est votre vie, ça? Il paraît que j'ai une destinée et tout. Si vous avez une destinée et tout, vous serez jamais roi de Bretagne. Si vous avez une destinée, vous n'avez pas de temps à perdre avec les boulots de seconde zone. Il y a bien des hommes qui rêvent de devenir roi, de ce que leur apportera une couronne sur la tête. Mais Arthur Pendragon nous rappelle, comme dans bien des histoires, que c'est celui qui ne veut pas du pouvoir qui hérite du devoir de le posséder. Arrêtez de me plaisir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion du détail. S'il y a d'autres détails que vous avez retenus de cette série, partagez-nous tout ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux ou encore me soutenir sur Utip. C'était votre humble serviteur. À la prochaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Camelot, c'est au sujet de quoi, Tess? Mouette. Vive la Bretagne.